Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, un tiers des femmes et 9% des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie. 81% des premières violences se produisent avant l'âge de 18 ans. C'est un sujet auquel nous avons donc décidé de consacrer une série spéciale cette semaine et on la referme cette série aujourd'hui avec le panorama que dresse Justine Briquet-Moreno du rapport des 18-28 ans à la sexualité. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche réveille notre culture générale toute cette semaine sur la Grèce antique. Alors, question du jour. Comment s'intitule la plus ancienne tragédie grecque conservée? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Patrice Brun. Et puis rendez-vous comme chaque semaine avec notre diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira. C'est la saison des examens. L'alimentation peut être une alliée, surtout avec les bonnes recettes de Sandra. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Génération cobaye, l'expression a été employée par l'ancienne actrice X Ovidie lors d'une audition au Sénat en 2022 pour qualifier le grand écart d'une jeunesse prise en étau entre d'une part le hardcore et d'autre part le mouvement MeToo. Et bien cette expression, elle donne son titre à l'enquête très fouillée que la journaliste à Elle Magazine Justine Briquet-Moreno publie aux éditions Flammarion, une enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans. Justine Briquet-Moreno, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors pour être exact, le livre ne s'appelle pas Génération cobaye, mais Les cobayes. Ceci étant, l'idée est la même, comprendre ce qui a changé dans le rapport des jeunes à la sexualité. Et pour ce faire, vous avez rencontré plusieurs dizaines d'entre eux et d'entre elles pendant 2 ans dans toute la France. Vous avez veillé à ce qu'ils soient d'origine sociale et géographique différente. On va évidemment rentrer dans le détail, on va lire le livre, mais quand même, cette génération, est-ce qu'elle est plutôt homogène ou est-ce qu'elle est plutôt hétérogène dans son rapport à la sexualité ? Moi, je dirais qu'elle est quand même particulièrement hétérogène. Elle est traversée de paradoxes. C'est pour ça que j'ai choisi le titre Les cobayes. Je trouvais qu'il était assez pertinent parce que c'est vraiment une génération qui a été propulsée dans la sexualité et dans la séduction avec un tas de nouveaux outils entre les mains dont ils n'avaient pas forcément le mode d'emploi. Et donc, ils ont des réactions totalement différentes selon les profils, selon les orientations sexuelles, comme vous le disiez, les identités de genre, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout les mêmes réalités. Et il s'agissait vraiment de parler, non pas d'une jeunesse, mais vraiment des jeunesses, parce qu'il y en a plusieurs. Et en plus, vous les avez vus pendant 2 ans, si bien que par moment dans le bouquin, vous faites revenir un de vos, j'allais dire personnages, une des personnes que vous avez interviewé 1 ou 2 ans après, vous dites « Ah, mais il a complètement changé, ou elle a complètement changé ». Oui, c'est ce que je remarquais, c'est que moi, je voulais vraiment créer un climat de confiance avec eux. Donc moi, j'appartiens aussi à la génération Z. C'est la particularité aussi, c'est que du coup, j'avais un positionnement envers eux qui était vraiment à leur hauteur. J'ai les mêmes codes, les mêmes langages, et donc il y avait une forme de proximité qui pouvait s'établir avec certains. Et effectivement, des fois, je reprenais de leurs nouvelles pour savoir où ils en étaient. Et donc, par nature, les jeunes évoluent énormément et en l'espace d'1 an, il peut y avoir des changements radicaux. Il peut y avoir un positionnement par rapport à la séduction, à la sexualité qui a complètement changé. Génération hétérogène, génération évolutive avec quand même quelques traits communs. Le premier, c'est le souvenir qu'ils ont tous du premier porno, souvenir qui remonte généralement quand ils ont une 12aine d'années. Exactement, oui, 12 ans, c'est l'âge moyen. C'est l'âge moyen du premier visionnage porno et c'était aussi la moyenne de mon échantillon pour le premier visionnage. Donc c'est vrai que c'était un souvenir tenace, marquant en tout cas pour eux. Ils n'ont pas tous la même réaction vis-à-vis de ça. Souvent c'est assez partagé. Soit c'est une fascination qui va les pousser en fait à revoir pour comprendre en fait ce qu'ils ont vu, parce que c'est une réaction totalement normale. Les psychologues spécialistes de la pornographie en parlent. Ils disent que finalement le cerveau d'un enfant n'est pas encore suffisamment mature en fait pour comprendre ces images-là, et donc il y a une fascination qui peut s'exercer, ou alors un rejet complet, presque un dégoût finalement de ce que peut être la sexualité à travers ces images parfois violentes. C'est quand même un premier contact d'une grande violence. Vous parlez de viol psychique. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est une psychologue clinicienne, Maria Hernandez Mora, qui est spécialiste de l'addiction à la pornographie, et elle n'hésite pas à parler vraiment d'addiction à la pornographie, et elle rencontre des jeunes patients, adolescents, et les mineurs représentent 50% de ces patients. Et une de vos interlocutrices, assez beau, la boîte de Pandore a été ouverte. Oui. Elle est tombée dans l'addiction. Ouais. Oui, c'est une jeune femme de 23 ans, effectivement, qui raconte son premier visionnage porno entre copines, où finalement c'est une soirée pyjama comme une autre, et
la boîte de Pandore s'ouvre, effectivement, il y a le premier visionnage et après, c'est une fuite en avant. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a une accélération en fait, de la consommation pendant la puberté, pendant l'adolescence. Et après, généralement, quand ils ont des cadres, quand ils sont assez structurés à la maison et entourés, finalement, ce rapport un peu addictif commence à s'atténuer au moment où la vie sexuelle commence véritablement. Et il vaut mieux pour un tas de raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Deuxième, très lié beaucoup au développement d'Internet, des réseaux sociaux, la diffusion absolument massive de vidéos, de comptes masculinistes ou virilistes. L'image des hommes qui est renvoyée, alors aux hommes et pas que aux hommes d'ailleurs, est absolument terrifiante. Les réseaux sociaux, c'est vrai que pour moi, c'est une toile de fond très importante en fait, pour décrire comment ils se construisent sexuellement, comment ils se positionnent dans les rapports de séduction entre garçons et filles notamment. Et effectivement, je parle de ces comptes masculinistes parce que pour moi, même s'ils ne sont pas très nombreux à assumer avoir regardé ces vidéos, moi je repère, parce que je connais plutôt bien en fait, le vocabulaire de ces influenceurs masculinistes, et je repérais en fait, dans les discours des garçons des mots-clés qui revenait, par exemple la misère sexuelle. Donc ça, on sait très bien que c'est vraiment un concept qui est complètement issu des sphères masculinistes. Qu'on retrouve chez les incels. Voilà, exactement. Incel pour célibataire involontaire. Donc c'est une frange, on va dire, du masculinisme, pardon. Et en fait, donc ces masculinistes estiment que finalement leur misère sexuelle, donc le fait qu'ils n'arrivent pas forcément à concrétiser des relations romantiques et sexuelles avec les femmes, c'est vraiment dû à cette société post-MeToo, voilà, et l'évolution des droits des femmes et le fait que finalement les femmes ne sont pas attirées par la majorité des hommes. Alors vous dites que vous les connaissez, on sent, vous le dites, que vous avez regardé des heures et des heures de ces vidéos. L'image qu'elles renvoient de ces femmes est quand même... Enfin, ça donne des frissons, quoi. Elles sont ramenées au rang d'objets, de corps à posséder. Enfin, c'est terrifiant quand même. En fait, pour moi, le numérique et le discours qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, c'est un effet de zoom sur quelque chose qui existe en fait depuis très longtemps. C'est-à-dire, voilà, les femmes ne sont pas vraiment libres dans leur sexualité, ou alors, si elles le sont, elles vont forcément être jugées pour ça. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui revient énormément dans les discours masculinistes. C'est cette idée que les jeunes femmes qui auraient une liberté sexuelle et qui enchaîneraient les partenaires seraient considérées comme voilà, des femmes moins respectables que les autres. Et ça, finalement, c'est quand même une idée qui est assez ancienne. C'est juste qu'elle est remise au goût du jour et matraquée en fait à la jeunesse, à un âge où finalement les garçons ont du mal à se positionner vis-à-vis des filles. Et c'est bien normal, ça fait partie aussi de l'âge. Et donc en fait, ils exploitent, ces influenceurs exploitent en fait les failles de ces adolescents et de ces hommes en devenir. Sur les femmes, vous citez un moment, je vais la citer, de Julia, et sur les effets de cette atmosphère terriblement masculiniste. Quand tu es jolie et que tu refuses de sortir avec des garçons, ils te traitent de pute et font circuler des rumeurs à ton propos. Si une fille a trop de partenaires, c'est une pute. Et si une fille est toujours vierge à 18 ans, elle est lesbienne. Ça finit toujours, termine-t-elle, ça finit toujours par nous tomber dessus. C'est encore une fois la question de la respectabilité, de la réputation aussi, qui revient énormément dans les témoignages des jeunes filles que j'ai rencontrées. Parce que c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, en fait, elles sont sur un espèce de fil à tenir et voilà, et elles ne savent pas forcément de quel côté elles peuvent aller. Et donc, il y en a, comme Julia, par exemple, dans le livre, qui explique moi, je me suis tenue à l'écart des relations de séduction parce que j'avais l'impression que c'était trop dangereux pour moi et que finalement, on allait de toute manière me reprocher quelque chose. Elle perd à tous les coups, de toute manière. Exactement. Autre impact de cette atmosphère extrêmement viriliste, extrêmement masculiniste, c'est sur les jeunes homosexuels, et notamment à l'adolescence. Il n'est pas question de le dire. Éventuellement, le coming out, on le fait quand on arrive au lycée. Pourtant, 36% de votre échantillon s'identifie LGBTQIA+, mais dans une grande douleur, finalement. C'est énorme parce que ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'identifient LGBT, qui l'assument de le dire. Donc ça, c'est vrai que c'est une évolution. À l'échelle nationale, c'est 22%, ouais. Voilà, des jeunes qui s'identifient LGBT. Donc moi, dans mon panel, c'est un peu plus. Mais en fait, ça raconte quand même une libération de la parole sur ces sujets-là. Mais effectivement, dans le huis clos du collège, du lycée, ça reste encore très difficile. Et l'homophobie, elle reste bien intériorisée, même dans cette génération. Et ces sujets qui sont quand même moins tabous évoluent certes, mais souvent, effectivement, c'est à la fin du lycée qu'il peut y avoir une émancipation, notamment grâce aux applications de rencontres aussi, qui sont quand même un moyen d'émancipation pour ces jeunes, parce qu'ils ont accès à plus d'anonymat
Et donc, ils ont la possibilité en fait de faire des rencontres indépendamment de leur cercle, en fait, justement, au collège ou au lycée. Une petite question avant qu'on révise notre culture générale sur la Grèce antique, que ce soit sur la question de l'homosexualité, l'ambiance viriliste, le regard porté sur la femme, tout ça crée une dictature de la performance avec le porno chez les garçons. On a évoqué dans cette émission l'augmentation des troubles érectiles et éjaculatoires ces dernières années. Dans votre échantillon, 33% des garçons ont eu des troubles d'érection, 42% des difficultés liées à l'éjaculation. C'est considérable. Oui, parce que finalement, ce que disent les spécialistes, c'est que la pornographie, c'est quand même une drogue numérique. C'est-à-dire que ça agit sur le cerveau de la même manière qu'une drogue, en fait. Et il y a des études qui le prouvent, que ça aurait même le même effet que le crack, en fait, sur le cerveau. Donc c'est assez fort. Et c'est pour dire que du coup, il y a forcément un effet d'accoutumance. Et donc finalement, ce qu'ils voient, en fait, sur leur écran ne sera jamais à l'image de la réalité. Et donc quand ils arrivent face à leur première fois, c'est forcément déceptif. Forcément déceptif, et on va continuer à en parler de cette très belle enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans réalisée par Justine Briquet-Moreno. Le titre Les Cobayes, c'est dans la collection Enquête des éditions Flammarion. Mais pour l'heure, si vous le voulez bien, on teste notre culture générale et on retourne en Grèce antique avec Patrice Brun. Alors, comment s'intitule-t-elle la plus ancienne tragédie grecque conservée? Patrice Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'Université Bordeaux-Montaigne, membre du conseil scientifique de l'École française d'archéologie, auteur de 50 dates historiques de la Grèce antique qui vient de sortir chez Armand Collin depuis le début de la semaine. Vous nous accompagnez. Cette pièce, ce sont les Perses. d'Échille. Les Perses d'Échille. Et on est en 472 avant Jésus-Christ. Oui. Alors, pourquoi est-elle notable, cette pièce? Alors, d'abord parce que c'est la première que nous ayons conservée. Ce n'est pas la première tragédie de toute la culture grecque, mais c'est la première que nous ayons conservée. Et c'est sans doute aussi la plus originale. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Les tragédies grecques s'appuient en règle générale sur les mythes. Les mythes des Atrides, pour essentiellement. Mais là, elles s'appuient sur un événement historique, qui est la bataille de Salamine, qui a eu lieu 8 ans plus tôt. Or, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette pièce est créée à Athènes, en 472, et que seuls les citoyens, bien entendu, peuvent assister aux représentations théâtrales. Or, un citoyen, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se bat, et qui 8 ans... fait la guerre. Et donc 8 ans avant... Et 8 ans avant, il était dans les bateaux de Salamine. Donc c'est une pièce d'actu, en fait. C'est une pièce d'actualité. Ouais. Et ça, je dirais, c'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est la seule pièce que nous ayons qui évoque directement un événement historique. Pièce d'actu, et pièce qui, en plus, ne nous est pas racontée à partir d'Athènes. Et c'est là le génie poétique d'Échille, c'est qu'il prend un risque, quand même. Il prend un risque, c'est de transporter la seule scène que nous ayons à la cour perse. À la cour perse, et c'est la mère du roi Xerxès qui demande ce qui s'est passé. Et un messager vient pour annoncer la défaite. Et alors, c'est d'autant plus extraordinaire que non seulement la scène se passe à la cour perse, mais c'est ça la capitale de la Perse. Et à la fin de la pièce, vient l'ombre de Darius. Darius, le père de Xerxès, qui dit qu'il n'aurait jamais fallu engager une guerre qui allait contre les dieux. Mais Darius, c'est pas n'importe qui. Darius, c'est le roi qui avait commandité la première guerre médique qui avait abouti à la bataille de Marathon. C'est-à-dire qu'il fait passer Darius pour un sage. Et je dirais que ça, c'est quand même assez extraordinaire. Un sage qui dénonce l'hubris de Xerxès, son sentiment de toute puissance. Ce qui fait que ça abolit complètement l'idée que les Perses sont des barbares au sens moral du terme. Ce sont peut-être des barbares au sens linguistique, qui est la première étymologie du terme. Mais ce ne sont pas des gens différents. Vous allez nous rappeler Barbaros, on l'a cité il y a pas très longtemps. C'est l'étranger, c'est ça Non, Barbaros, non, c'est celui qui parle le langage. Celui qui parle, oui, c'est le barbare qu'on ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas. C'est le barbare. Voilà, c'est ça, c'est un barbare. Le barbarisme, le barbare. Mais c'est peut-être un barbare au sens étymologique du terme, mais c'est un sage. Et avoir l'audace de faire entrer Darius comme un personnage sage, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça montre bien à quel point Échille n'est pas du tout dans cette idée de la haine du Perse. Ça viendra après.
Les Perses qui se distinguent donc par toute cette portée politique, morale et une approche tout à fait inédite du théâtre grec. Patrice Brun, merci beaucoup, professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montaigne. Et si on veut en apprendre plus sur les Perses, mais pas seulement, on lit ces 50 dates historiques de la Grèce antique. Tiens, dans ces dates antiques, vous allez trouver 507 avant Jésus-Christ. 507, c'est les réformes de Clisthène, si je vous ai bien lu, et c'est notre question pour demain. Ces réformes de Clisthène, elles vont permettre de conforter, d'installer un régime politique, lequel, on en parle demain avec Patrice Brun. Grand oral, la suite. Justine Briquet-Moreno, Les Cobayes, c'est chez Flammarion, enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans. Un certain nombre de jeunes hommes tentent de se conformer à cette image dont on a parlé du mâle alpha, du mâle dominant, mais en même temps, que ce soit par intérêt ou par conviction, vous ne tranchez pas, ils comprennent que la figure de l'homme déconstruit, elle est aussi devenue très séduisante. Et là, on va commencer dans cette deuxième partie d'interview à aborder ce grand écart de cette jeunesse. D'un côté, ce qu'on a décrit au début, le virilisme, masculinisme, image de l'homme, fait le patriarcat XXL, et en même temps, génération MeToo, génération déconstruite. Complètement, ils sont tiraillés entre des injonctions profondément contradictoires. Et par exemple, pour parler des garçons, effectivement, il y a d'un côté ce modèle du mâle alpha qui continue quand même de séduire, et de l'autre côté, cette vision finalement de l'homme déconstruit qui pourrait s'apparenter à un Timothée Chalamet ou un Harry Styles dans la chanson, et donc qui joue avec les codes du genre, qui est un petit peu plus ouvert sur les questions de féminisme, et qui en fait se décrit comme un allié pour les filles. Mais vous avez l'air quand même, ou alors vous ou certaines personnes que vous avez interviewées, de dire il y a peut-être une arnaque derrière quand même. Moi, je ne tranche pas sur la question, je n'ai pas envie de juger, mais effectivement, ce que je remarque, c'est qu'il y a ces deux modèles-là, et qu'en fait, finalement, ils sont à un moment un petit peu crucial, en fait, où ils doivent choisir et définir ce que c'est réellement un homme aujourd'hui, en 2025. Toujours au chapitre des paradoxes de cette génération, son rapport au consentement et à la fameuse zone grise. Et là encore, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait stabilisé. La révolution MeToo, en fait, elle a complètement bouleversé quand même cette jeunesse, elle l'interroge. Je pense que le rapport verbal en fait à la sexualité qu'il y a derrière le consentement les intéresse particulièrement, parce que c'est une jeunesse qui a envie en fait de mettre des mots sur ses désirs. Et donc on a beaucoup parlé par exemple de la chute des rapports sexuels chez les jeunes. Et moi j'ai remarqué qu'en fait ça pouvait être aussi dû à un changement de regard en fait sur la sexualité, où finalement par exemple les jeunes femmes ne s'obligent plus nécessairement avoir des rapports. Le devoir conjugal, il a été un petit peu enterré quand même dans cette génération, de plus en plus, même si effectivement les violences sexuelles sont toujours présentes et ils sont nombreux à les dénoncer. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en tout cas, effectivement, il y a un regard là-dessus qui évolue, qui les questionne, et en tout cas, ils en parlent. Il n'y a pas que le consentement à l'acte en tant que tel. Vous évoquez aussi un sujet qui revient dans l'actualité, qui est celui du préservatif. 58% des jeunes femmes ayant des rapports hétéros dans votre échantillon vous a fait part de son incroyable difficulté à l'imposer à ses partenaires. Oui. Considérable. Une incroyable difficulté, ça c'est le mot, c'est vraiment les mots employés par une jeune femme dans le livre, parce que effectivement, en tout cas ce que décrivent les jeunes femmes, c'est que les garçons ont intériorisé cette idée que finalement le préservatif, on peut s'en passer, c'est pas très sexy, etc. Ça casse le moment. Souvent, c'est ce qu'ils me répondent, ces jeunes hommes. Et donc, on peut s'en passer. Et les filles ont parfois du mal à imposer ça, alors même qu'elles ont conscience des risques qu'elles sont en train de prendre, que ça les angoisse, que le lendemain, elles vont devoir aller au laboratoire, demander rapidement à avoir des tests, etc. Ouais, c'est ça. Eh bien, elles n'arrivent pas forcément à l'imposer parce que c'est induit que c'est pas cool de mettre le préservatif. Résultat, on n'en sait rien, on peut quand même le supposer, recrudescence des infections sexuellement transmissibles au sein de la génération Z, ce qui est quand même un truc dingue, parce que c'est des maladies... C'est un phénomène même qui est global dans toute l'Europe. Ouais. On voit que les infections sexuellement transmissibles, elles font un bond. Et oui, moi j'ai remarqué que, en tout cas, le souvenir des années SIDA, il est très lointain, en fait, dans l'esprit de ces jeunes. Pour ma génération, quand on lit ces passages, on se dit, mais quel recul spectaculaire, quoi. C'est vrai qu'ils sont pas du tout préoccupés par ça. Ils ont l'impression que tout se soigne, que finalement il y aura toujours une solution. Et donc en fait, effectivement, c'est pas quelque chose, c'est pas un réflexe. Même si, par exemple, dans leur premier rapport, ils sont quand même majoritaires à se protéger. Très vite, on voit qu'il y a 58% des jeunes que j'ai interrogés qui après disent non, c'est clairement pas systématique dans mes rapports. Et
voilà, ça fait pas l'alpha et l'oméga de leur sexualité. Ouais, ce qui n'est pas super féministe non plus, parce que ça veut dire que la contraception repose intégralement sur les femmes. Oui. Ce qui n'est pas non plus voilà, très déconstruit. C'est pas très Timothée Chalamet. Vous consacrez aussi tout un chapitre aux rencontres via les applis. Vous les avez déjà mentionnées, les applis. Vous parlez d'un reboot de la rencontre amoureuse. Oui, parce que le numérique, en fait, moi j'ai remarqué qu'il bouleversait la rencontre amoureuse dès le départ. Le scénario est complètement bouleversé. Et effectivement, ils se séduisent d'abord à travers les écrans. Ils s'échangent donc des sextos, ils s'envoient des photos. Et ensuite, après seulement, il y a la rencontre réelle et le rapprochement des corps. Donc moi, je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il y avait une inversion totale de la rencontre amoureuse quelque part. Mais après, les applications de rencontre, elles font des adeptes, mais elles font aussi pas mal de déçus. Et oui, vous en citez certaines ou certains qui s'en détachent assez rapidement parce que finalement, ils considèrent que c'est un lieu de prédateurs, finalement. Enfin, Au-delà de ça, c'est aussi cette impression de solitude. C'est ça qui est marquant. C'est-à-dire qu'ils sont sollicités en permanence par leur téléphone. Ils ont tout un tas de notifications qui s'accumulent, des messages un peu vains qui s'accumulent avec leurs différents potentiels partenaires. Et en réalité, la rencontre réelle, elle intervient assez rarement. Ces applis, elles favorisent, écrivez-vous, le sexe comme produit de consommation et pourtant, en même temps, et là on est encore sur le grand écart, le couple, dans ce qu'il a de plus classique, reste un idéal de vie. Complètement. Je pense que ça, c'est toutes les études qui le prouvent, que le couple est un idéal de vie pour les jeunes, ce qui pourrait paraître peut-être contre-intuitif pour les anciennes générations, mais en fait... Je me permets de vous couper, pas tant que ça, parce que ça fait des années que la sociologie raconte la même chose. On dit, vous savez pas quoi, ils ont envie de vivre en couple. Et c'était vrai il y a 30 ans. Mais en même temps, comme ils inventent tout un tas de nouvelles terminologies pour parler du couple, mais finalement où c'est des relations qui sont un peu entre le couple, l'amitié, etc. Donc j'ai cité énormément de types de relations comme ça, que ce soit donc le plan cul, la situationship, la relation libre, etc. Situationship, alors ça pour ma génération, il faut que vous nous l'expliquiez. Alors la situationship, c'est en fait ils font tout comme un couple finalement. Ils vont ensemble. Mais ils ne définissent pas clairement leur relation, ce qui permet en fait aux deux partenaires de pouvoir aller voir ailleurs sans forcément se justifier. C'est-à-dire qu'on ne justifie pas, on ne parle pas en fait de l'exclusivité. C'est un petit peu tabou dans ces relations-là. Exclusif. Et donc en fait, pour revenir au couple exclusif qui reste un idéal de vie pour eux, je pense qu'effectivement dans un univers amoureux qui est en perpétuel changement, où les relations sont extrêmement éphémères entre 20 et 30 ans, et bien finalement ils aspirent à ce qu'ils n'ont pas forcément. Et donc ils aspirent à un couple monogame et finalement à regarder Netflix sous la couette avec leur partenaire le dimanche soir, quoi. Votre livre s'appelle Les cobayes. Il aurait pu s'intituler Les schizophrènes, puisque vous le refermez avec un dernier chapitre intitulé Plan cul, rêve d'amour, dont on vient de parler. C'est un peu ça la conclusion. Mais vous dites aussi hypersexualisation et abstinence, loin de s'opposer, se nourrissent l'un l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient joué le jeu finalement des applications de rencontres, des rencontres vraiment multiples, où j'avais pu observer une forme presque de boulimie amoureuse et relationnelle en fait entre leurs 20 et 28 ans. Et ils arrivaient en bout de course en se disant mais finalement, moi je rêve juste d'amour. Et en fait, ce qu'il y a de plus tabou dans cette génération, c'est peut-être l'amour plus que la sexualité. Le sentiment. Exactement. Et d'ailleurs, vous le voyez, vous citez une infirmière rennaise, une infirmière scolaire, si mes souvenirs sont bons, qui dit aujourd'hui, ils ne poussent plus tellement la porte de mon infirmerie pour parler de sexe. Oui, elle s'inquiétait du fait qu'effectivement, les élèves étaient beaucoup moins nombreux à toquer à sa porte pour demander des préservatifs ou pour se renseigner pour prendre la pilule ou même juste parler de leurs premiers amours. Et elle me disait, il y a quelques années, c'était quelque chose de normal, de récurrent. Et là, par exemple, cette année, j'ai eu aucune demande. Justine Briquet-Moreno, journaliste à Elle Magazine, autrice de cette enquête, Les cobayes, enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans. Quand vous avez franchi les portes de studio, que je vous ai dit que j'avais trouvé votre livre extrêmement intéressant, extrêmement bien fait, vous me dites alors, est-ce que vous avez appris des trucs? Avec un petit sourire en coin, de la génération Z qui regarde les darons. Mais vous, est-ce que vous avez appris des choses qui faites partie de cette génération en enquêtant sur vos coréligionnaires? J'ai appris que je n'étais pas seule et qu'en fait on était finalement tous un peu pareils, qu'on traversait un petit peu les mêmes questionnements, les mêmes bouleversements, parce que derrière le sexuel, il y a le relationnel, il y a comment on s'aime aujourd'hui, et moi je pense que ça dit énormément de notre société. Et donc évidemment que des fois je me suis reconnue dans certains témoignages et c'était ce qui était intéressant. Vous avez eu des surprises? Des surprises, non, parce qu'on parle beaucoup justement de ces sujets-là. Et que ce soit à travers les réseaux sociaux ou entre nous. Donc finalement, j'avais quand même des ébauches de ce qui allait m'être dit. Mais en tout cas, oui, ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, le fait d'être bouleversé par ces questions, c'est totalement normal. Et c'est de notre âge, finalement.
Eh bien, moi, j'ai eu des surprises en lisant. J'ai appris plein de choses et je vous suggère d'en faire autant. Justine Briquet-Moreno, Les Cobayes, c'est chez Flammarion, collection Enquête. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce qu'aujourd'hui, c'est jour de cantoche. C'est plutôt sympa. Oui. Vous avez déjà passé des examens, des concours dans votre vie? Est-ce que vous êtes aidé avec l'alimentation? Pas trop. Pas trop? Bah, attendez, c'est parce que vous connaissiez pas Sandra. Sandra! Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. C'est la saison des examens et concours et pendant que les enfants planchent sur leur révision, un facteur clé souvent sous-estimé peut vraiment faire la différence. L'alimentation, vous allez nous en parler aujourd'hui. Alors on commence avec le petit-déj. On va surtout le repas le plus important de la journée. Commencer par dire qu'il ne faut jamais partir le ventre vide, surtout s'il y a des examens derrière ou même pour une journée de révision. Ouais. L'essentiel, toujours pareil, hein, mais vaut mieux répéter, un apport en glucides, donc ou du pain complet, des flocons d'avoine, ou éventuellement des céréales, mais très peu sucrées, pour avoir de l'énergie qui dure. Parce que si on met beaucoup de sucre, ça s'en va tout de suite. Il y a un pompe, c'est-à-dire ça monte et hop, derrière on lit le sujet et après on a un trou de mémoire. Exactement, c'est un peu ça. Protéines. L'apport en protéines, pour finalement perdurer dans la satiété, les œufs, un yaourt, du fromage, un fruit frais pour le côté un peu vitamine, frais. Et puis ça en fait un sur les 5. Et puis exactement, ça en fait un sur les 5. Évitez vraiment, c'est vraiment pas le jour pour manger des viennoiseries, des jus industriels, des céréales trop sucrées qui vont provoquer le coup de fatigue dont vous parliez, Emmanuel. D'accord, mais est-ce qu'on peut pas manger certains aliments pour booster le cerveau? Vous n'avez pas encore parlé des oméga 3 par exemple. Alors parlons des oméga 3, voilà, des poissons gras. Alors ce que je donne comme conseil, c'est dès aujourd'hui, hein, faut pas le faire juste la veille de l'examen, des poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, parce que riches en oméga 3 qui sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Pensez aux œufs, aux légumineuses, aux noix qui vont être source de protéines et de vitamine B qui, elles, vont soutenir ces vitamines B, la mémoire et la concentration. C'est plutôt pas mal. Des fruits rouges. Alors j'ai pensé à kiwi et agrumes aussi parce qu'il y a plein d'antioxydants naturels dedans, en gros, qui vont protéger les cellules cérébrales. Et puis, allez, petit moment plaisir. Chocolat. Alors minimum 70%, s'il vous plaît, chocolat noir en petite quantité pour le magnésium et le moral quand même, n'est-ce pas? Bon, et vous voulez, le plus sérieusement du monde, après des années de chronique ensemble, que je vous pose comme question, est-ce qu'il vaut mieux manger léger ou au contraire avoir l'estomac bien plein, comme si je ne savais pas? Ah oui, voilà. Je sais que vous savez, mais sait-on jamais si les téléspectateurs ne sont pas au courant. Évitez les repas trop riches ou lourds qui peuvent provoquer la somnolence, bien sûr, et la baisse d'attention. Toujours favoriser des assiettes équilibrées, colorées, un peu de céréales complète, un peu de légumes, source de protéines, un petit filet d'huile d'olive ou de colza. Attention au fast-food, ça paraît logique, mais c'est important de le rappeler. Attention au fast-food et le grignotage, et au grignotage sucré. Voilà, ils peuvent aggraver le stress et la fatigue. D'ailleurs, même pendant les examens, évitez d'avoir des bonbons sur la table. Il vaut mieux largement avoir quelques fruits secs, quelques fruits, quelques amandes pour se redonner un peu d'énergie pendant les 6 heures d'examen de je ne sais quelle épreuve. Mais voilà. Ok, quelques petits sodas pour s'énergiser, quelques boissons énergisantes, Alors oui, pas de boissons énergisantes, de l'eau et encore de l'eau. Hein, oui, voilà. Ça tombe très bien de demander. Que de l'eau. Alors c'est vrai que si on est légèrement déshydraté, ça peut favoriser un manque de concentration. Donc buvez régulièrement, encouragez votre enfant à boire régulièrement pendant les révisions, allez-y Emmanuel, et pendant les examens, même s'il n'a pas soif. Une petite bouteille d'eau ou une petite tasse, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tasse, Emmanuel. De l'eau, c'est bon. Sur le bureau. Des tisanes éventuellement, ça c'est possible. D'autant plus que ça aide en plus à l'endormissement. Et le sommeil, c'est fondamental, encore plus dans ces périodes-là. Et oui, parce que pas de performance s'il n'y a pas de sommeil réparateur. Donc oui, il faut manger comme il faut, un dîner léger, tout comme il faut, mais il faut aussi bien dormir. Donc coupez vos écrans si possible 1 heure avant le coucher. On arrête le porno et les sites masculinistes à cette heure-là. Exactement, voilà, pour un cerveau bien reposé. On lit un livre. Voilà, on lit un livre, celui-ci éventuellement. Les cobayes, par exemple. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, pour les examens, il faut une assiette bien pensée, il faut bien dormir, il faut se coucher à heure raisonnable et en général, il faut aussi réviser, hein, à vrai dire, et puis tout devrait bien se passer. Ce détail. Oui, quand même, un détail important, n'est-ce pas, Emmanuel? Merci beaucoup, Sandra, ça aurait changé votre vie, Justine, de suivre tous ces bons conseils. Je suivais à peu près ça. Ah bon, alors. Et ça se passait bien en période d'examen. Oui. Et ça se passait bien. Voilà. Bon, formidable. Mais effectivement, oui, éviter les repas trop lourds. Ouais. Ok. Conseil, Sandra, validation, Justine. Voilà, parfait. La vie est belle. Justine, autrice des Cobayes, enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans, qui vient de sortir chez Flammarion. Sandra, merci beaucoup. Justine, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe, Eva Troller au maquillage, Dylan Coller et Marine Plantec à la préparation de l'émission. Dylan qui est en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et nous on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.